L'histoire de la famille Gemayel est une épopée sanglante qui se noue étroitement avec la tragédie du Liban. Leurs luttes acharnées, leurs duels sans concession et leurs choix dangereux ont bouleversé l'histoire du pays du Cèdre. Mais à quel prix cette famille politique chrétienne et ses milices ont défendu leur communauté face à un monde arabe qui n'a cessé de menacer l'indépendance du plus petit pays du Proche-Orient? En 1943, la France, puissance coloniale, accorde au Liban son indépendance. Elle confie à la communauté maronite chrétienne la direction politique de ce petit pays où cohabite une mosaïque de confessions religieuses, musulmans sunnites, chiites, druzes. Au sein de l'enclave chrétienne, Pierre Gemayel, le patriarche d'un des clans qui la composent, commence à poser les bases de sa politique qui se résume à une devise: Dieu, famille, patrie. Pierre Gemayel, c'est un pharmacien qui a réussi sur le plan professionnel et familial et qui aspire à se faire le porte-parole des chrétiens maronites du Liban. Et en 1936, il assiste ébahi aux Jeux Olympiques de Berlin. Il va considérer que les idéologies, fascistes, espagnoles puis nazies, sont les plus proches de ce à quoi il aspire pour la défense du peuple chrétien. Il y a dans le communisme de très bonnes choses, il y a dans le fascisme de très bonnes choses, il y a dans le socialisme de très bonnes choses, mais il y a aussi un libanisme qui est au-dessus de toutes ces idéologies, et nous sommes pour le libanisme intégral. En 1936, Pierre Gemayel fonde le mouvement des phalanges libanaises, ou Kataeb en arabe. L'idéologie qui anime cette formation confessionnelle est la défense de la communauté chrétienne orientale face à l'arabisme qui menace la souveraineté nationale libanaise. En 1956, Gamal Abdel Nasser devient un héros panarabe et ses idées sont entendues à Beyrouth. Donc, à l'intérieur du Liban, que se passe-t-il? On a une polarisation, une division profonde sur qui est arabiste ou panarabiste, qui va rejoindre Nasser, et de l'autre côté, la droite chrétienne, les phalanges, les Kataeb, qui vont prendre les armes. Pour nous, le mot arabe veut dire islam. Et quand vous montrerez que le mot arabe ne veut pas dire musulman, c'est alors que nous pourrons discuter. Le milizie Kataeb non si fanno scrupoli a prendere parte ai massacri e a alimentare la tensione confessionale. Pierre Gemayel non ha alcun problema ad utilizzare la forza e la violenza per accreditarsi a livello istituzionale ed è così che appunto il leader delle falangi entra all'interno della compagine governativa, quindi realizzando l'obiettivo che si era preposto fin dall'inizio, cioè quello di penetrare lo Stato e di conquistare lo Stato. Il voulait construire une utopie d'un État qui serait discipliné, qui serait formé de jeunes gens bien portants, un esprit sain dans un corps sain, mais qui aurait également un autre penchant, celui de l'angoisse, c'est-à-dire que la peur de l'étranger, la peur de l'invasion, la peur de l'ennemi extérieur, mais également la peur de l'ennemi intérieur. J'espère que nous n'aurons pas à nous battre, mais il faut être prêt. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Est-ce qu'ils sont très disciplinés? Très disciplinés. J'aimerais que vous leur donniez un ordre, que vous les fassiez mettre au garde à vous pour voir comment ils réagissent. Ils sont très détendus maintenant.
La même discipline de fer régit le quotidien de la famille. Chez les Gemayel, chaque repas, pris dans le silence, est précédé par une lecture de l'évangile confié à l'aîné, Amin, ou au cadet, Bachir. Bachir Gemayel s'engage très jeune dans les Kataeb, à l'âge de 12 ans. Et quand il a 12 ans, on est en 1958 à peu près. Et tout de suite, il va prendre position. Il va intégrer cette vision de la politique. Les chrétiens du Liban sont menacés par le péril nassérien, par le péril nationaliste arabe. Amin Gemayel, il n'a pas la passion paramilitaire que son frère a. Il est plutôt quelqu'un qui va négocier, qui va dialoguer, qui est plutôt dans la diplomatie. Normalement, c'était lui le fils héritier où on va lui léguer la direction des Kataeb et des phalanges. Mais son frère, comme je l'ai dit, était beaucoup plus ambitieux. Il avait véritablement un projet national, un projet communautaire, un projet partisan. Les conflits caractérisent cette communauté jusqu'à toucher les familles. Et effectivement, c'est pour ça la famille Gemayel représente très bien cette communauté. Le conflit entre Amin et Bachir était un conflit très visible. À la fin des années 60, la poudrière du Proche-Orient s'enflamme. La défaite arabe dans la guerre des 6 jours face à Israël entraîne un exode massif des Palestiniens dans les pays voisins. Pour les phalanges libanaises, une nouvelle croisade s'annonce. La questione diventa, spinosa quando dopo Settembre Nero nel 1970 l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, e il suo leader Yasser Arafat vengono espulsi dalla Giordania e arrivano in Libano. I campi profughi, che ovviamente hanno al loro interno civili, diventano anche dei luoghi di addestramento per i combattenti palestinesi, che cominciano a utilizzare il territorio libanese come luogo dal quale portare avanti delle incursioni mirate nel territorio israeliano. Pour les chrétiens, les Palestiniens rompaient le fragile équilibre libanais. Un homme a su cristalliser ce sentiment d'encerclement dont souffrent les chrétiens libanais. Depuis les années 1930, il se préparait à cette épreuve de force confessionnelle en organisant la milice phalangiste. Nos frères palestiniens, nous les avons admis comme réfugiés, nous leur avons donné une hospitalité que personne, aucun pays au monde, ni arabe ni étranger, ne leur a donnée. Ils ont abusé de cette hospitalité pour créer cette anarchie dans le pays. Bachir Gemayel est arrêté par les Palestiniens et passé à tabac. Je pense qu'à partir de ce moment-là, Bachir Gemayel avait son propre projet à lui du comment traiter la question, notamment la question palestinienne qui le travaillait quand même. Et il n'était absolument pas d'accord avec son père, qu'il le trouvait un peu trop conformiste, un peu trop traditionnel dans sa façon de faire, un peu trop laxiste. Et lui, il avait besoin de plus de liberté, plus de latitude et plus de marge de manœuvre. Le matin du 13 avril 1975, Pierre Gemayel allait inaugurer une église à Ain el-Rumani et il y a un attentat qui est commis contre lui. On le manque de peu, mais on tue 4 de ses compagnons. Directement, on va accuser qui? On va accuser les Palestiniens et leurs alliés. Cette tentative d'assassinat va mettre le feu aux poudres. En attaquant le leader des phalanges, les Palestiniens adressent un message très clair à la droite chrétienne.
Enhardi par sa propre force, un cortège de fédayines sort du quartier palestinien et s'engage, les armes à la main, sur le plus grand boulevard de Beyrouth en scandant des slogans marxistes-léninistes. Au balcon, la population inquiète redoute un incident avec les phalanges chrétiennes hostiles aux activités militaires de la résistance. Et c'est le drame. Un autobus de Palestiniens qui traverse un quartier chrétien est attaqué par les milices phalangistes armées de roquettes. Immédiatement, les rues de Beyrouth se couvrent de barrages confessionnels et ainsi le Liban bascule en avril 1975 dans une guerre civile qui va durer 15 ans. Personne n'essaie de faire de la générosité avec le Palestinien au détriment du Liban. Que ceux qui veulent résoudre le problème en donnant aux Palestiniens un morceau de terre, qu'ils le fassent chez eux, pourquoi chez nous? Après tout ce qu'ils ont fait avec nous, après avoir détruit notre pays, un des plus beaux pays de la région, nous voyons mal comment on pourra coexister avec eux. La leçon à tirer, c'est que le Libanais devra désormais être sur ses gardes depuis sa naissance jusqu'à sa mort, parce que ces événements nous ont éclairé un peu sur les desseins de beaucoup de gens qui ambitionnent quand même beaucoup de choses au détriment de la nation libanaise. C'est une histoire qui est marquée par des massacres des deux côtés et où on s'enfonce dans le chaos, dans le marasme, dans l'horreur. On a des alliances à un moment, d'autres alliances à d'autres moments, où nos amis deviennent également nos ennemis quand on n'a plus besoin d'eux. L'armée syrienne va intervenir au Liban à la demande des chrétiens et à la demande des phalangistes et de manière plus précise à la demande de Pierre Gemayel, qui va demander à Hafez el-Assad de les aider à contenir les Palestiniens. Et Hafez el-Assad va répondre favorablement et il voit ainsi une opportunité de revenir au Liban. Hafez el-Assad et une bonne partie de l'élite syrienne ayant toujours considéré le Liban faisant partie intégrante de la Grande Syrie. Étant donné que les forces arabes ont pris à leur charge la défense du territoire, nous sommes très heureux de nous décharger de cette mission et nous espérons que ceci va les encourager encore plus à protéger le Liban, protéger le citoyen et protéger le régime libanais. Merci, Cheikh. Docilement aligné sur les positions de son père, l'aîné de la famille Gemayel marque un point dans le duel qui l'oppose à son cadet. Bachir Gemayel était plutôt contre l'entrée de l'armée syrienne parce qu'il voyait une armée qui est venue peut-être, probablement s'installer. Et les choses lui ont donné raison. Les Syriens rompent l'accord conclu avec Pierre Gemayel et font progressivement alliance avec les Palestiniens en bombardant massivement l'enclave chrétienne d'Achrafieh. La naïveté politique de Pierre et Amine face aux Syriens donne à Bachir la possibilité d'imposer sa vision militariste au sein de la famille Gemayel. Le siège d'Achrafieh a duré 100 jours. Au bout de 100 jours, les Syriens se retirent et là, en fait, on a commencé à parler de la réussite militaire de Bachir Gemayel à Achrafieh. C'est comme ça qu'il s'est imposé. Il est devenu l'homme nécessaire, inévitable. La création des forces libanaises est partie d'une nécessité pour lui de terrain. Bachir Gemayel voyait que les milices chrétiennes n'étaient pas organisées. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait une action organisée, beaucoup plus disciplinée. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'unifier les armes. Et ces forces libanaises, peu à peu, vont s'émanciper
du contrôle politique du père et vont devenir une milice armée autonome, je dirais, dont le commandement politique ne dépend plus du parti phalangiste des KTM, mais les forces libanaises vont devenir une cellule autonome qui vont mener leurs propres opérations et leurs propres guerres. Contre la double menace syrienne et palestinienne, Bachir impose un seul mot d'ordre, unifier le fusil chrétien. Avec l'accord tacite de son père, l'enfant terrible des Gemayel lance ses milices à l'assaut des autres grandes familles de son propre camp. Unifier le camp chrétien, c'était d'abord massacrer tous ses concurrents. La philosophie politique de Bachir Gemayel est assez primitive, et beaucoup plus primitive que celle de son père et de son frère Amin. Le choix politique et militaire des Gemayel ne restera pas sans conséquences. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, se retourne contre eux. Sur le buffet, la photographie de leur petite fille tuée il y a 6 mois par l'explosion d'une voiture piégée. Ça m'a impressionné en tant que personne, mais j'ai tenu à ce que ceci n'ait aucune implication sur mon attitude politique et sur toute l'activité que je menais. Nous avons eu 4000 victimes, 4000 martyrs. Bon, c'était notre contribution encore plus directe. Bachir Gemayel va unifier la communauté chrétienne autour de lui. Là, on a une communauté qui va se retrouver autour de son chef, qui a réussi à éliminer tous les autres, et qui va voir en lui le sauveur. Cette alchimie-là était un terrain fertile sur lequel on peut travailler des discours basés sur la peur et puis la volonté de se différencier de notre environnement arabe et dire nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes presque une partie de l'Occident en Orient et c'est pour cela nous ressemblons peut-être un peu plus à Israël qui est aussi une minorité et qui nous ressemble quelque part. Israël va voir dans le camp chrétien un potentiel allié qui pourrait sécuriser cet État en signant un accord de paix. Le projet étant que tous les combattants palestiniens partent du Liban, ne menacent plus Israël et ne menacent plus la souveraineté de l'État libanais. Et Israël va voir Bachir comme une star montante. Bachir Gemayel avait une idée très claire en tête. C'était pratiquement devenu une obsession, devenir président de la République, mais son père n'était pas d'accord au début. Et Bachir Gemayel va s'imposer, mais il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'aide financière, notamment, d'aide morale aussi. Et cette aide-là, il va la trouver auprès d'Israël. Les forces israéliennes s'allient avec les forces chrétiennes et lancent l'opération Paix en Galilée au mois de juin 1982. Tsahal attaque les forces pro-palestiniennes dans tout le Liban. Bachir Gemayel est victorieux à côté de ses alliés israéliens puisqu'il a des alliés de taille qui ont des chars, qui ont une aviation, qui vont lui permettre de gagner pratiquement tout le territoire. Lui qui était resté dans une enclave chrétienne, maintenant il peut descendre et avoir un territoire beaucoup plus large. Israele raggiunge, anche grazie all'alleato maronita, i suoi obiettivi, cioè estirpare l'Olp dal Libano, ma soprattutto riesce, a supportare il suo principale alleato nell'ascesa politica che infatti porterà Bachir Gemayel a diventare presidente della Repubblica Libanese il 23 agosto del 1982.
nous avons vu surgir hommes, femmes, enfants qui manifestaient leur joie en tirant inlassablement des rafales d'armes automatiques. Les balles tirées en l'air retombent sur les badauds. Il y a eu 4 morts et plus de 100 blessés. Il va finir la guerre au Liban, c'est la paix maintenant. C'est la vie, c'est la paix pour tous les Libanais. Amin Gemayel, l'héritier déchu, se rallie à son cadet Bachir qui s'est imposé à la tête de l'État. Toute la famille Gemayel fait désormais front commun face à la tâche qui attend le nouveau président. Une fois élu président du Liban, il a en charge la responsabilité de l'avenir du pays et de l'ensemble de ses populations, non seulement chrétiennes, mais musulmanes, sunnites, chiites, druzes, arméniennes et autres. Et là, il est bien, face à la réalité du pouvoir, des responsabilités de la présidence libanaise, il est bien obligé de mettre de l'eau dans son vin. Quelle va être votre attitude envers la communauté musulmane du Liban après votre victoire ? Je refuse même le principe de cette question. Je suis le président de la République libanaise et nous sommes tous des Libanais. Il n'y aura pas d'attitude vis-à-vis de la communauté musulmane ou d'attitude vis-à-vis de la communauté chrétienne ou de la communauté arménienne ou de la communauté je ne sais quoi. Nous sommes tous des Libanais et il y aura la liberté, la sécurité, il y aura l'équité entre toutes les factions libanaises et chacun recevra son droit et son dû. Et c'est là, en fait, que les Israéliens, lorsqu'ils sont venus le féliciter, et Ariel Sharon était présent à l'époque, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, bon ben, on vous a aidé à devenir président de la République, maintenant on voudrait signer un traité de paix. Il n'a pas accepté. Bachir Gemayel va se rendre compte qu'un Liban signant une paix séparée avec Israël va être une cause de poursuite de la guerre civile. La réconciliation nationale qu'il prônait dans ses discours ne verra jamais le jour. Le 14 septembre 1982, 22 jours après son élection, le nouveau président est assassiné dans un attentat au siège du parti Kataeb par un militant pro-syrien. Sa mort va provoquer un cataclysme qui marquera à jamais l'histoire du Liban. Ces hommes sont fous de rage, mais fous de rage. Tous leurs projets utopiques, tous leurs rêves s'écroulent devant leurs yeux, puisque pour eux, le seul homme qui pouvait réaliser leurs rêves était Bachir Gemayel. Les hommes descendent dans les camps de Sabra et Shatila, des camps qui sont vidés des Fédaïnes, qui sont partis un peu plus tôt parce qu'ils avaient été chassés. Donc il y avait principalement des femmes, des enfants et des vieux. Et pendant 3 jours, du 16 septembre au 18 septembre, on va tuer, à l'arme blanche souvent, ou à l'arme directement, on va massacrer. L'épisode Sabra et Shatila va changer la donne aussi, puisqu'on va avoir une communauté internationale qui va condamner ces actes. Une semaine, jour pour jour, après la mort dans un attentat du président élu Bachir Gemayel, le Parlement libanais a triomphalement élu son frère Amin à la présidence de la République. Mais cette fois-ci, l'élection a pris les allures de plébiscite. Les députés musulmans qui avaient largement boycotté Bachir Gemayel étaient présents et sur 80 suffrages, Amin Gemayel en a recueilli 77 avec 3 bulletins blancs. Le gouvernement libanais ne contrôle en fin de compte que 10 à 20% du territoire. Nos ambitions de souveraineté, d'indépendance sont en contradiction avec les plans et les visées des différents occupants, qu'ils soient syriens ou qu'ils soient israéliens. Les occupations syriennes et israéliennes du Liban, dont les responsables directs sont Pierre et Bachir, n'auront jamais permis au pays d'accéder à une pleine et entière souveraineté. Pendant 6 ans, Amin Gemayel sera président du pays des cèdres, devenu en 15 ans de guerre le pays des cendres.
quand Bachar al-Assad accède au pouvoir en juillet 2000. Un lourd héritage pèse sur ses épaules. Un legs politique que son père Hafez a bâti par la force et par la ruse, en 30 années de dictature impitoyable en Syrie. Ce destin d'un père et d'un fils est un récit tragique fait de manipulations politiques, de ruines et de sang, qui s'est joué en grande partie sur l'échiquier libanais. Arrivé à la tête de la Syrie en 1970, Hafez al-Assad ambitionne d'affirmer son leadership sur le monde arabe. Il se présente en héros de la cause palestinienne et comme le porte-drapeau de l'opposition face à l'ennemi à abattre, l'État d'Israël. Une partie politique complexe que le président syrien va mener sur le sol de son voisin libanais. Pour Hafez al-Assad, le Liban était un continuum naturel de la Syrie, puisque ça fait partie de ce Bilad esh-Sham, ce terme en arabe, qui est donc le pays d'Esh-Sham, qui est cette grande Syrie considérée par ceux qui sont les détenteurs de cette idée de cette grande Syrie, au sein de laquelle, effectivement, le Liban fait partie de la Syrie. Il considère que le Liban peut être une plaque tournante, lui permettant toutes sortes de deals, de contacts, afin de lui assurer sa mainmise sur la Syrie, et aussi un rôle régional qui le rend indispensable pour les acteurs internationaux. En 1975, 5 années après son accession au pouvoir, une guerre civile éclate dans le pays du Cèdre. Les chrétiens libanais s'opposent aux forces palestiniennes qui se sont installées au Liban pour mener la résistance contre Israël. C'est dans ce contexte qu'Hafez al-Assad se prépare à jouer un coup inattendu. La droite chrétienne se sentait menacée par la puissance des Palestiniens. Et pour une partie des notables chrétiens au Liban, la seule puissance qui peut imposer un cessez-le-feu est la Syrie voisine. Donc il y a eu comme un accord pour demander une intervention syrienne. Et pour Hafez al-Assad, évidemment, c'était tout à fait intéressant de rentrer au Liban, demander à l'appel, à la demande d'une des parties libanaises qui permettait comme ça de le faire officiellement sans avoir l'air d'être une force d'occupation. Opportuniste, il engage sans état d'âme ses troupes à l'assaut des forces palestiniennes qui étaient sur le point de l'emporter. 2 ans plus tard, alors que ses alliés chrétiens commencent à monter en puissance, il n'hésite pas à changer à nouveau de cap. Il renverse l'alliance en se retournant contre ces mêmes chrétiens qui avaient demandé son intervention et les attaque à l'arme lourde en plein centre-ville de Beyrouth. On a beaucoup parlé du coup de poker du président Assad, qui aurait souhaité réussir au Liban et devenir le nouveau leader du monde arabe. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas jouer au poker et je n'ai pas l'intention d'apprendre ou de pratiquer ce jeu. Tout ce qui nous intéresse, c'est que les affrontements cessent au Liban et que le sang s'arrête de couler au Liban. Mais il était clair que Hafez al-Assad voulait faire durer la guerre, parce que tant que la guerre se poursuit, il peut justifier la présence de ses troupes. Et cela le menait à vouloir fragiliser ou affaiblir tout camp qui commence à émerger comme un possible, je ne veux pas dire vainqueur, mais comme un camp capable d'imposer certaines conditions. En l'espace de 3 ans,
Hafez s'est immiscé dans le quotidien de son voisin libanais, en imposant sa réelle politique à géométrie variable. Il n'y a pas d'amour ou de haine éternelle, mais seulement des intérêts permanents. C'est en fonction de leur soutien ou de leur opposition à nos intérêts nationaux que nous devons traiter tous les États étrangers. Il faut complètement oublier l'idée d'une idéologie. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de ligne spécifique. Il y a une rhétorique, qui est une rhétorique nationaliste arabe, bassiste, anti-israélienne, classique, on va dire, pour l'époque. Mais sa ligne, on va dire, sa stratégie est celle du gagnant. Il veut être celui qui est incontournable, incontournable sur la Syrie, incontournable sur le Liban, incontournable sur les Palestiniens. Face à la volonté de domination de Hafez al-Assad, un homme tout autant déterminé et impitoyable s'impose au sein du camp chrétien. Après avoir écarté tous ses rivaux, le jeune leader Bachir Gemayel est prêt à défier la tutelle de Damas pour imposer sa gouvernance sur le Liban. Bachir Gemayel va incarner la relève nationaliste chrétienne libanaise et va revendiquer une souveraineté libanaise et justement en opposition à la présence syrienne, qui entre-temps s'était montée contre lui. Donc là, la confrontation était pratiquement inéluctable. Bachir Gemayel, qui avait donc des velléités de carrière politique, au regard de la situation au Liban, considère que la meilleure alliance pour lui, pour ses intérêts et les intérêts de son camp, cette alliance est avec Israël et non pas avec la Syrie, comme avait fait son père. Cette nouvelle alliance se fonde sur un objectif commun, chasser la résistance palestinienne du Liban. Avec l'approbation et l'appui des forces de Bachir Gemayel, Israël assiège Beyrouth en juin 1982. Ce bouleversement des équilibres compromet la mainmise syrienne sur le Liban et oblige Hafez al-Assad à un repli stratégique. Alors que Assad a construit toute sa légende sur la confrontation avec Israël, au premier raid israélien contre les forces syriennes présentes dans la Bekaa, l'armée syrienne se retire. Il n'essaye même pas d'engager une bataille ou même de défendre ou même de faire quoi que ce soit, c'est le retrait. Hafez al-Assad avait très bien compris que s'il y avait la moindre tension avec Israël, son armée serait laminée parce que son armée n'avait absolument pas les moyens de tenir tête à l'armée israélienne. À partir de là, il a fait le choix donc de la stabilité de sa frontière. En revanche, de pouvoir agir au Liban à travers certaines composantes, ça peut quand même montrer que la Syrie est là, même si elle a renoncé à rentrer en confrontation avec Israël. Donc là, c'est un jeu tout à fait raisonné de la part de Hafez al-Assad qui tient compte des rapports de force militaires et celui-ci sait très bien qu'il ne sera jamais au niveau de l'armée israélienne. Quand Bachir Gemayel se fait élire en plein milieu de l'invasion israélienne président de la République, évidemment, c'était insupportable pour les Syriens d'avoir tout d'un coup un homme qui revendique une souveraineté libanaise totale et qui en plus est soutenu par les Israéliens. Bachir Gemayel a été victime d'un attentat commis hier dans Beyrouth-Est, une charge de TNT qui a détruit l'immeuble des milices chrétiennes. L'attentat a eu lieu au milieu de l'après-midi, vers 16h. Il a fait une vingtaine de morts et 60 blessés. Aujourd'hui, il y a des informations sur l'assassinat. Il y a des personnes qui ont été accusées, inculpées, qui sont d'un parti politique libanais très proche de Damas. D'où l'idée, ou d'où l'hypothèse la plus crédible, c'est celle d'une connexion syrienne à cet assassinat-là.
Alors que l'ombre de Damas pèse sur la mort du président libanais, le pays des Cèdres sombre dans le chaos. Le Liban des années 80 devient le règne des milices, une situation qui permet au président syrien de faire son retour en force, en se plaçant comme une pièce essentielle dans l'équilibre politique du pays. Il faut pourtant attendre 1989 et les accords de Taïf qui mettent fin à 15 années de guerre civile pour qu'Hafez el-Assad s'impose définitivement sur la scène libanaise. Ces accords sont effectivement faits pour satisfaire la Syrie, puisqu'ils sont accompagnés par ailleurs d'une mise sous tutelle du Liban avec la bénédiction internationale. On considère à l'époque, on a cette idée que les Libanais sont incapables de se gérer tout seuls, de se gouverner tout seuls, et donc on charge la Syrie de ce travail donc de tutelle. Et donc évidemment, la Syrie est ravie, puisque c'est une sorte d'acceptation officielle de la communauté internationale d'une reprise en main du territoire libanais et de la souveraineté libanaise. Quelques mois plus tard, l'Irak va envahir le Koweït et les Américains vont bientôt préparer la guerre contre l'Irak, ce qu'on avait appelé la tempête du désert. Et pour justifier leur guerre contre l'Irak, ou pour donner une légitimité à cette guerre-là, en plus de l'idée de libérer le Koweït, ils devaient avoir des alliés arabes. Et donc, qui va se proposer pour être un allié de ce qu'il qualifiait lui-même dans ses rhétoriques, mais pas au niveau de la réalité des choses, l'impérialisme est l'ennemi de la nation arabe, Hafez el-Assad. On pourrait croire qu'il y a un paradoxe idéologique à voir la Syrie de Hafez el-Assad rejoindre la coalition menée par les Américains contre Saddam Hussein dans le cadre donc de la guerre du Golfe. En fait, là encore, on a une belle illustration du pragmatisme et de l'esprit stratégique fin, la perspicacité de Hafez el-Assad. Les Américains tiennent absolument à ce qu'il y ait des pays arabes dans cette coalition, de manière à ce qu'elle n'apparaisse pas comme une guerre coloniale ou une invasion américaine de l'Irak. Et c'est là que Assad dit très bien, moi je veux bien vous donner cette couverture-là, mais ça a un prix. Donc on se débarrasse des sanctions, et surtout ce que je veux, c'est le Liban. Vous me donnez le Liban. Je veux la tutelle sur le Liban et je veux m'assurer que la communauté internationale ne viendra pas me mettre des bâtons dans les roues dans la manière dont j'entends gérer les affaires internes libanaises et les relations entre la Syrie et le Liban. Avec un énième coup de maître, Hafez a mis le pays du Cèdre en coupe réglée. Le Liban est désormais une enclave syrienne. Alors que l'homme fort du Proche-Orient est au sommet de sa gloire, le destin vient frapper de plein fouet sa famille. Une tempête qui ébranle l'édifice que le lion de Damas a patiemment bâti en 20 ans de règne. L'actualité à l'étranger en bref, la mort accidentelle du fils aîné du président syrien Hafez el-Assad, Bassel al-Assad, est mort dans un accident tragique à l'âge de 33 ans. Les Syriens parlent d'un terrible accident de voiture. Bassel al-Assad était destiné à succéder à son père. Il sera enterré demain. Son fils Bassel meurt et donc Hafez el-Assad appelle au secours son fils Bachar qui est à Londres et qui fait des études de médecine et qui n'était pas du tout destiné à diriger le pays. Donc il rentre en catastrophe en Syrie et à ce moment-là, le père qui est malade sait qu'il doit absolument former son fils le plus vite possible pour qu'il soit apte à prendre la relève à sa mort. Pendant les années où il se prépare, où il est préparé
à prendre la succession, Bachar commence à se familiariser avec la scène libanaise et avec, on va dire, tous les retors de la scène libanaise. Dans un Liban désormais pacifié, Rafik Hariri, un homme d'affaires devenu Premier ministre, s'attelle à la reconstruction du pays à coups de millions de dollars. Sous la houlette de la France, Bachar al-Assad ne va pas tarder à croiser le chemin du nouvel homme fort de Beyrouth. Avant même la mort de son père, le premier à miser sur l'avenir de Bachar el-Assad, c'est Jacques Chirac en France. Et il espère le récupérer. Chirac étant très très proche de Rafik Hariri, se dit c'est un bon moment pour que ça aille ensemble, que enfin la Syrie et le Liban, il y ait une entente entre les deux leaders et que la France, du coup, parraine ça et soit un petit peu le lien, le parrain de tout ça. La mort de Hafez al-Assad marque la fin d'une époque en Syrie et au Proche-Orient. Bachar a désormais les coups des franches pour mener sa politique régionale, telle qu'il l'entend. Il y avait comme une volonté de tuer le père pour se montrer différent et indépendant, vu les complexes d'infériorité que Bachar avait, que ce soit envers son père ou son frère aîné, qui avait été choisi comme le successeur et non pas lui. Cette volonté de tuer le père va le mener à des relations très complexes et agressives avec une partie de la classe politique libanaise qui était acquise au père. Et elle va aussi le mener à vouloir imiter le père pour se montrer habile comme lui, mais différent. Mais très vite, Hariri s'aperçoit qu'avec l'arrivée de Bachar el-Assad aux affaires, là on arrive dans une toute autre logique économique. Et là, on peut imaginer qu'il y a pu y avoir des conflits d'intérêts entre la Syrie de Bachar el-Assad qui s'ouvre et qui veut s'enrichir de façon absolument éhontée et ce qui allait à l'encontre complètement de la politique menée par Hafez al-Assad, et Hariri qui lui aussi voulait défendre ses intérêts propres, les intérêts du Liban, mais avant tout quand même ses intérêts propres. Alors que les rapports entre Rafik Hariri et Bachar al-Assad s'enveniment, un événement historique va brutalement bouleverser tous les équilibres régionaux. Après le 11 septembre 2001, Bachar va essayer de se montrer opportuniste comme son père, en prétendant qu'il peut faire partie de la guerre contre le terrorisme que Bush avait déclaré, et que sa présence au Liban, c'est aussi pour contrer toutes les forces de terreur qui peuvent opérer sur la scène libanaise. Mais on a pu considérer que la Syrie jouait quand même un rôle un peu ambivalent à l'égard du terrorisme, en acceptant son territoire certains terroristes ou considérés comme tels, ou ne surveillant pas suffisamment ses frontières comme on pouvait l'espérer, et qu'il y a eu progressivement une rupture entre la Syrie et les États-Unis, d'où un certain nombre de mesures qui ont été adoptées par le Congrès américain, avec des sanctions qui ont été prises, et petit à petit, finalement, une Syrie de Bachar el-Assad mise sur le côté et sortant du jeu dans lequel son père avait réussi à complètement insérer la Syrie. Il y a un moment qui a probablement joué un rôle essentiel, c'est 2003, l'intervention américaine en Irak. La Syrie, qui est devenue un arrière-pays des mouvements djihadistes qui combattaient la présence américaine, qui a fait que les Américains se sont vraiment retournés contre le Bachar al-Assad. Là, ils voulaient le punir ou vraiment le casser parce que il était en train de gâcher leur jeu en Irak de façon assez
déterminante. Les deux guerres du Golfe ont été deux moments importants pour le Liban. Le premier a permis au régime syrien officiellement de mettre la main sur le pays. Et avec le deuxième, c'est presque la fin d'un mandat que les Saoudiens et les Américains avaient approuvé. Le président Chirac, après s'être opposé à la guerre en Irak, joue la carte de la réconciliation avec George Bush. Il décide ainsi d'offrir à son allié américain la tête de Bachar al-Assad, en qui il a perdu toute confiance. Pour mener à bien cette destitution, il s'appuie sur la résolution onusienne 1559, votée le 2 septembre 2004, une attaque frontale contre le régime de Damas. Ne pas faire d'ingérence dans les affaires intérieures du Liban. Je constate simplement que la communauté internationale est unanime pour demander le retrait des forces étrangères et surtout des services de sécurité. Et je fais allusion aux services de sécurité syriens. Le régime syrien va accuser Hariri d'avoir joué un rôle dans l'élaboration de cette résolution-là à travers ses connexions françaises. Et c'est à ce moment-là où une machine de propagande qui va accuser Hariri et les siens d'être derrière un complot contre la Syrie va être mise en marche au Liban et en Syrie. Le président syrien se retrouve au pied du mur. Alors que l'héritage libanais de son père est en déliquescence, il s'engage dans une fuite en avant. Il convoque le Premier ministre libanais Rafik Hariri à Damas pour une rencontre en tête-à-tête. Lors de l'entretien, Bachar montre son vrai visage en menaçant Hariri de casser le Liban sur sa tête et celle de son ami Chirac s'il n'accepte pas d'obtempérer à ses désidérata politiques. Avec Hariri qui commence à vouloir dire non, c'est absolument insupportable du point de vue des Syriens qui considèrent que bon, le Liban, c'est leur chose, quoi. Il y a pas de, on ne leur résiste pas. La vision de Bachar al-Assad à ce moment-là, c'était que si Hariri est éliminé, cela va terroriser tous les Libanais. Tuer Hariri peut être une menace que le pays va sombrer de nouveau dans un chaos, mais tous les calculs de Bachar étaient des erreurs. Parce qu'au Liban, cet assassinat-là a créé une onde de colère populaire qu'on n'a jamais vue dans le pays avant. Et c'était un coup extrêmement arrogant et criminel qui a touché une grande partie des Libanais et va créer des manifestations et la descente d'à peu près 1 million de Libanais et de Libanaises dans les rues un 14 mars 2005. C'est horrible à dire, mais dans les crises politiques, on finit par s'habituer à un certain niveau de violence. Et quand on a un assassinat tous les mois, c'est pas assez pour nous mobiliser et descendre massivement dans la rue. C'est du moment où vous commencez à croire à la paix possible, vous commencez à vivre une vie quasiment normale, vous ne sentez plus au quotidien la présence d'une force étrangère. C'est à ce moment-là, lorsque cette violence refait surface, que tout d'un coup, elle fait sauter la marmite et elle est capable en fait, d'avoir cet effort de mobilisation massif. C'est-à-dire que si Bachar était arrivé et avait, je ne sais pas, assassiné un leader communautaire tous les 6 mois, peut-être que finalement l'assassinat de Hariri serait passé dans la longue suite des autres tueries. Acculé par la rue libanaise et sous la pression de la communauté internationale, Bachar al-Assad est obligé de retirer ses troupes du Liban
après 29 ans d'occupation. Avec cette humiliante défaite de Bachar, l'héritage de son père, dans un sens, va être perdu. Et beaucoup vont dire que tout ce que le père a fait pendant de longues années pour mettre la main et pour contrôler le Liban et pour écraser les possibilités et tout potentiel de lui faire face dans le pays, avec Bachar en 5 ans, cela va s'évaporer. Après le retrait des troupes syriennes du Liban, l'ombre de Damas continue à peser sur le pays des Cèdres. Par le biais de ses services secrets et de ses alliés locaux, les Syriens se rendront responsables de dizaines d'assassinats politiques. Une longue traînée de sang qui entache durablement le quotidien de la capitale libanaise.